Vous avez tous les deux suivi ce parcours CEC. Il vient de se terminer pour vous, Laurent Bizien. Alexis, un petit peu plus de recul puisque vous l'avez fait il y a déjà un an. Un parcours, donc je le disais, qui vise à tendre vers une économie régénérative. Ça veut dire quoi concrètement, Alexis? Parce que là, on va bien plus loin que la simple notion de respect de l'environnement. Oui, en fait, le parti pris de la Convention des entreprises pour le climat, c'est effectivement parler de régénération. Le constat, c'est quoi? C'est que travailler sur la réduction des impacts ne suffit plus aujourd'hui pour maintenir notre économie dans le cadre des limites planétaires. Et à ce titre, il faut travailler à faire en sorte que le vivant puisse se régénérer. Donc, pour peut-être lexicalement, on peut parler d'action à visée régénérative lorsqu'on travaille pas moins directement sur le vivant. Mais l'enjeu, c'est de laisser le vivant se régénérer. Donc, comment nos actions, comment nos modèles d'affaires, nos modèles économiques peuvent permettre au vivant de se régénérer. Et la nature, on le sait, a besoin de cette régénération pour pouvoir absorber la pression, notamment climatique, mais pas que, sur ces sujets-là, qui est exercée. Mais c'est possible, ça, Laurent Bizien, puisque quand on a une activité économique, forcément, on a un impact sur le vivant, on détruit des choses pour en reconstruire. Alors, possible, aujourd'hui, on n'a pas forcément la réponse pour tous les secteurs d'activité. Sur les secteurs industriels, on sait que c'est un véritable challenge, puisqu'on est fortement consommateur de ressources. Mais en tout cas, on tend à repenser nos modèles pour créer de la régénération partout où on peut le faire. Ça peut être sur la biodiversité, ça peut être sur la ressource en eau, ça peut être sur les émissions de CO2. Donc ça tente à faire retravailler le modèle économique et voire même les activités pour que progressivement, au fil des ans, on arrive à amener l'entreprise ou les entreprises à être le plus régénératif possible. C'est un parcours qui demande un investissement un investissement financier qui est exigeant puisqu'il doit, je crois, déboucher sur une feuille de route avec une mise en action, on va en reparler. Qu'est-ce qui vous a poussé l'un et l'autre à vous engager en ce sens? Parce que vous ne seriez pas obligé de le faire, Laurent. Alors, ça part d'abord de convictions personnelles. Voilà, chez moi, il y a une conviction depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion d'en échanger autour de l'impact social de l'entreprise, de l'implication des collaborateurs, qui a amené à une évolution de mon niveau de conscience et la prise en compte en fait de l'écologie dans tous ces aspects, à la fois l'écologie de l'être humain, mais aussi de l'écologie du vivant, de tout ce qui nous entoure. Et donc c'est un chemin de conscience qui m'a amené à découvrir la CEC en me disant comment notre entreprise peut travailler ses impacts. L'entreprise va avoir bientôt 100 ans. Mon souhait, c'est que dans 50, 60 ans, l'entreprise existe toujours. Donc pour la rendre durable, pour la rendre robuste, par quel chemin de réflexion il faut qu'on passe pour qu'on amène cette entreprise à être capable d'exister encore dans plusieurs décennies. C'est cette sensibilité écologique aussi, Alexis, qui vous a poussé vers la CEC. Je rebondis avec la mort du pape François. Je crois que vous avez lu Laudato aussi et que ça a été un tournant aussi pour vous. Oui, tout à fait. Pour nous, ça a été un chemin qui n'était pas ni naturel ni culturel au regard de notre histoire familiale et mon histoire personnelle de travailler sur ces questions. Mais effectivement, en famille, avec mon épouse, à la lecture notamment de l'encyclique du pape François Laudato Si, ça a été tout un chemin de conversion qui nous a amené petit à petit à transformer un peu nos modes de vie et à prendre la parole un peu sur ces questions. Et en faisant le choix que j'ai fait il y a 5 ans de rejoindre un cabinet de conseil RH et de travailler sur le vivant humain, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens pour moi parce que l'homme n'est pleinement humain que quand il est précisément en harmonie avec son environnement. Donc pour moi, ça avait beaucoup de sens. Et même si je travaille sur le vivant très humain, j'ai peu de prise avec la nature à proprement parler. Très tôt, en fait, j'ai eu ce besoin de me connecter à ces sujets-là et j'ai eu l'opportunité de le faire notamment via le réseau dirigeants responsables Anjoumen. J'étais très heureux de le rejoindre pour ça. Ça donne beaucoup de sens et d'alignement. Et donc, quand l'opportunité de la Convention des entreprises pour le climat s'est présentée à nous dans le cadre des métiers du conseil et de Syntec, là, j'ai bondi dessus en disant c'est une opportunité à ne pas rater et on verra bien où ça nous emmène. Concrètement, ça se passe comment? Parce que c'est étalé sur 10 mois, je crois. C'est des conférences, c'est des ateliers. Comment ça se matérialise?
Oui, tout à fait. Alors, il y a, en fonction des parcours, 5 à 6 sessions de 2 jours, d'une journée, effectivement, tous les 2 mois à peu près, qui rassemblent un certain nombre de participants. Sur la Convention des entreprises pour le climat, pour les métiers du conseil, on était une quarantaine de cabinets, on était à peu près 80. Donc, c'est quand même un collectif, et ça, il faut le voir comme ça, parce que c'est une aventure très collective. De gens qui ont envie de se remettre en question ? De gens qui ont envie de faire bousculer leur modèle, très clairement, et qui investissent pour ça, vous le disiez, avec un niveau de maturité variable, honnêtement très variable. Et donc, il y a cette dynamique collective. Et effectivement, on a accès à de la connaissance avec des interlocuteurs de très bon niveau, des experts, des membres du GIEC, vraiment de très bon niveau. Mais pas que de la connaissance cérébrale, aussi de l'expérientiel, une volonté de nous mettre, nous aussi, en harmonie, de nous recentrer, de nous aligner. Et c'est tout un parcours très transformant et en vue d'une mise en mouvement. Donc, étape après étape, on nous fait bosser pour qu'on travaille sur nos feuilles de route, ce qui va nous faire pivoter, les questions auxquelles il faut qu'on réponde, les actions qu'on va mettre en place. Et on est pris par la main pour ça, tout entier, j'ai envie de dire, intégralement, quoi. Un parcours qui bouscule, littéralement, Laurent. On prend des claques, c'est ce que vous m'aviez confié. Oui, ça bouscule fortement, notamment la première session qui est vraiment une session concentrée sur les constats, sur les observations, sur les projections à 2050 avec des trajectoires actuelles. Même si vous étiez avisé de cela. Effectivement, je pense que mon cerveau était avisé et mon cœur et mon corps n'avaient pas vraiment intégré la dimension d'urgence et la situation dans laquelle nous sommes. Pour être vraiment transparent avec vous, notre première session s'est déroulée d'un mercredi après-midi au vendredi soir. Ma première nuit de sommeil s'est passée du dimanche au lundi, c'est-à-dire que les 2 nuits qu'on suivi derrière, j'ai pas réussi à dormir tellement ça m'avait chahuté. Et il y a eu progressivement une intégration corporelle de toutes ces informations parce que bien souvent, ce qui frappe, on a déjà eu accès à ces informations-là. Là, on les a toutes d'un seul coup. Donc, au lieu d'avoir des petites vaguelettes de situations, on prend un tsunami d'informations et on se dit « Waouh, ah ouais, la situation, elle est là. » Et on comprend la dimension systémique. Très souvent, on nous dit « On va travailler sur les émissions de CO2, on va travailler sur la ressource en eau. » Là, ce qu'on comprend, c'est que non, ça ne sert à rien. En fait, il faut travailler sur tout ça en même temps. Et donc, à chaque fois qu'on fait bouger quelque chose, ça fait bouger... Et on vous met en face de vos responsabilités, vous, chef d'entreprise ? Sans vous culpabiliser, mais est-ce que... J'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai eu plutôt le sentiment qu'on nous amène à prendre conscience qu'on a notre responsabilité à prendre. Moi, je suis vraiment sorti du parcours avec un sentiment de pleine responsabilité maintenant que je sais, et pas du tout de culpabilité de ce qu'on a pu faire. Voilà, on nous amène à comprendre que tant qu'on ne savait pas ou tant qu'on n'avait pas vraiment intégré et compris, oui, on a pris des décisions en fonction des informations dont on disposait, des contraintes qui s'amenaient à nous. Par contre, une fois qu'on sait, on a une vraie responsabilité de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on décide de faire comme avant ? Je ferme les yeux et puis de toute façon, mon business passe avant le reste. C'est dommage d'avoir investi temps et argent pour faire comme avant, mais... Oui, mais quelquefois, ça vient tellement chahuter, tellement chambouler que vous pouvez vous retrouver même en conflit avec vos actionnaires. Les intérêts ne sont pas les mêmes pour tous. Et comme vous êtes en binôme pour vivre ce parcours-là... C'est ça, il y a un dirigeant et un salarié. Et son planet champion, c'est le terme qu'ils utilisent, c'est ça. Donc on se retrouve avec un binôme qui se transforme, qui avance très très vite et qui peut assez rapidement se décaler de son organisation. Donc après, l'enjeu, c'est comment on s'ajuste avec l'organisation, comment on embarque nos actionnaires, nos salariés, nos parties prenantes, etc. Vous, Alexis Voisard, vous étiez Planet Champion, je crois, justement. Vous aviez ce rôle-là. Ce rôle-là. Comment, justement, vous avez géré ça, ce que disait Laurent à l'instant, c'est-à-dire que vous avancez vite dans les réflexions. Comment est-ce qu'on embarque ensuite le groupe ? Vous êtes dans un réseau de franchise. Comment est-ce que vous avez entrepris cette démarche-là, la faire connaître aux autres salariés ? Oui, tout à fait. Alors déjà, le dirigeant fondateur du réseau Perform qui a eu accès à cette opportunité de rejoindre la CEC en tant qu'administrateur de Syntec Conseil a partagé ça à son instance de gouvernance qui est un comité stratégique auquel j'ai la chance de participer. Donc c'est là qu'on a pu déjà discerner est-ce que c'était pour nous. Donc c'est là que j'ai pu lever le doigt et dire ça m'intéresse et j'ai pu être adoubé Planet Champion. Mais effectivement, on est un réseau de franchise et à ce titre, on est tous dirigeants dans nos territoires et donc indépendants en fait. Même si on fait partie d'un réseau, on est indépendant. C'est nous qui avons par
par définition, qui sommes décisionnaires sur nos choix économiques, sur nos orientations. Et donc, effectivement, il faut embarquer ce grand collectif avec un niveau de maturité extrêmement hétérogène, bien évidemment sur ces questions. Et puis, je ne vais pas vous apprendre que dans les métiers du conseil, généralement, il faut avoir quelques cheveux blancs. Donc, il y a des questions générationnelles aussi que ça vient embarquer. Donc, effectivement, il a fallu embarquer le collectif et on a essayé de les embarquer en organisant des journées entières pour leur partager ce qu'on essayait ce qu'on vivait à travers la CEC. Donc, on a fait tout un travail pédagogique. Et puis, on a porté un grand souci, peut-être plus que la moyenne des cabinets qui étaient présents de par la singularité de notre organisation, de co-construire avec eux la feuille de route qui est la nôtre. Autant on a posé la question générative, on a posé les leviers un peu de redirection, mais surtout ce qui était action, c'est avec eux qu'on l'a co-construit. Mais ce travail reste entier parce qu'on est un réseau qui vit, il y a des nouveaux arrivants. Encore il y a un mois, je faisais une formation d'une journée sur la question justement de la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire, les limites planétaires, la CEC? Et pour beaucoup, c'est très nouveau. Il y a une inconscience des enjeux, il y a une inconscience de l'urgence. Et puis, il faut qu'on fasse atterrir ça en tant que dirigeant d'un cabinet de conseil en local. Comment je peux en faire quelque chose? Et comme le dit très bien Laurent, ce qu'on a vécu lors de la CEC, on l'a vécu tout entier, y compris dans nos tripes. Retraduire ça et essayer de faire goûter à ça à quelqu'un lorsqu'on est en formation, c'est beaucoup moins simple. Donc on s'y essaye, mais ça reste un défi. Vous, Laurent Buisien, au sein de Martin Technologies, vous avez carrément entrepris des mini-CEC pour les managers et maintenant pour les salariés. Comment ça se passe ? Oui, avec Stéphane, mon Planet Champion, on avait eu l'occasion de vivre The Week. Juste avant de faire Donc The Week, c'est un petit parcours en trois étapes qui se déroulent sur une semaine et c'est un outil de sensibilisation, de prise de conscience aux enjeux climatiques. Et ayant eu l'occasion de vivre cette expérience-là juste avant la CEC, on a fait tout de suite un parallèle en se disant tiens, c'est un parcours en U, c'est la même approche, la première session aussi qui vient chahuter. Donc après la première session de la CEC, on a fait un partage de ressenti avec l'ensemble de nos managers pour leur dire voilà ce qu'on traverse, parce qu'ils ont vu dès le lundi qu'il s'était passé quelque chose. On était un peu chahutés et on leur a proposé, on leur a dit bon, vous faire vivre la CEC c'est pas envisageable, c'est trop compliqué, il y a trop de temps à y passer. On vous propose d'expérimenter avec The Week et vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Donc là on a eu vraiment un week collectif de l'ensemble de nos managers. Et donc, on a vécu The Week tous ensemble. On était 13 personnes. Et à l'issue de ce parcours qu'on a fait sur une semaine, à l'unanimité, ça a été on va le proposer à nos équipes. C'est un bon moyen pour embarquer, c'est un bon moyen pour sensibiliser et avoir déjà un petit éveil des consciences. Et voilà, moi souvent je l'illustre comme ça. Depuis que j'ai fait la CEC, j'ai changé de paire de lunettes. Je vois des choses que je ne voyais pas avant, et il y a des choses que j'ai plus le choix. Je suis obligé de les voir à chaque fois. L'intention, c'est que nos collaborateurs maintenant changent aussi progressivement de paire de lunettes et soient capables de regarder le même futur que nous. Et donc d'envisager après des actions ensemble. C'est le gros défi, cultiver la transformation dans le temps, quoi. Exactement. Et donc là, en ce moment même, on est sur la 3e semaine, on est en train d'embarquer nos équipes en leur faisant vivre The Week, alors que ceux qui le souhaitaient. On a quasiment 66 collaborateurs qui le font. Donc sur une centaine au total ? Ouais, sur une centaine, c'est ça. Donc plus les 13 managers. Donc on va arriver à peu près 80% des équipes qui auront vécu The Week avec des effets là qu'on ne maîtrise pas. Certains chez qui ça vient chahuter, d'autres il ne se passe pas grand-chose. Donc chacun est libre de le vivre comme il le souhaite. Mais en tout cas, avec un parti pris qui est il faut avoir vécu ça pour envisager de réfléchir au futur régénératif de l'entreprise. Justement, le futur et les actions à mettre en place, c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de ce MagEco. RCF Anjou, le MagEco, Bastien Lallier. Avec mes deux invités du jour, Laurent Buisien, directeur général chez Martin Technologies, et Alexis Voisard, dirigeant du cabinet de conseil Perfom à Angers. Tous deux ont participé à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui doit déboucher sur un livrable avec une mise en action progressive pour, je crois que c'est un objectif 10-15 ans. L'idée, c'est de se projeter vraiment sur un terme assez long. Il y a quoi dans cette feuille de route finalement que vous avez travaillé avec vos équipes, Alexis Voisard ?
Alors, il y a d'abord une question dite générative, c'est-à-dire la question à laquelle, dans notre activité, notre secteur d'activité, on prétend répondre. La question sur laquelle il faut qu'on apporte une réponse un peu en pivot, ce qui nous amène à définir un cap, effectivement, un cap à 10 ans de mémoire, et ensuite à identifier des leviers de redirection, et qui portent bien son nom. C'est-à-dire il faut rediriger notre modèle, en fait. Et ensuite, des actions, il y a un plan d'action très concret, et des indicateurs, et comment on embarque notre écosystème. C'est comme ça que se dessine la feuille de route de la CEC. Ok, alors vous, concrètement, ça va bousculer quoi pour vous, pour Perform ? Alors nous, la vraie question à laquelle on essaie de répondre, je la formule pas forcément telle qu'elle est écrite dans la feuille de route, mais pour la rendre simple. Nous, on a la chance de travailler la matière humaine. C'est ça notre métier. On fait du conseil RH, on fait du conseil en recrutement. Et donc, on pourrait dire, il y a des enjeux de comment éviter de faire de la ressource humaine un déchet, très, très concrètement, quoi. On a assez d'exemples autour de nous dans le contexte des entreprises, dans le contexte des organisations où l'homme est malmené. Et on sait que plus on met l'homme à son optimum, au sens à sa bonne place, dans des bonnes conditions, plus en fait on réconcilie beaucoup de choses, on crée de l'harmonie. Et puis comment on fait monter en conscience chaque individu et chaque organisation. Pourquoi les métiers du conseil ont été la première CEC thématique ? C'est précisément parce qu'on croit qu'au-delà de notre petite structure raisonnable et proportionnée, en fait, on a un peu avoir un effet de levier sur nos clients. Donc la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est ça. Comment avoir un effet de levier sur nos clients, sur la matière humaine, en le connectant au vivant non humain, à la nature, parce qu'il y a un enjeu là-dessus, et comment on doit faire pivoter notre modèle pour ça. Voilà, c'est un peu ça la question à laquelle on a essayé de répondre. Et vous avez trouvé des réponses via ce parcours. Enfin, je veux dire, on a bien compris que finalement, l'idée, c'est de décemer, c'est de faire peut-être prendre conscience au client, mais comment on lui fait prendre conscience, justement, on va pas se braquer si vous avez affaire à un recruteur, je sais pas moi, un gros pollueur, vous allez lui dire quoi ? Non, je suis désolé, je vous trouve pas de personnel parce que vous n'êtes pas en phase avec mes idées. Comment ça se passe, Alexis ? Alors ça se passe comme on peut, dans les limites de notre modèle économique, soyons très lucides et un peu modestes. Mais par exemple, on croit fort que plus on ouvre le dialogue sur ces questions-là, plus on a une chance de faire émerger le sujet. C'est-à-dire, pour faire très simple, si je suis un peu binaire, on conduit un processus de recrutement, on nous demande de recruter un directeur supply chain. Bêtement, on peut se lancer dans le recrutement d'un directeur supply chain où on pose une fiche de poste et on se lance dans l'exercice. Si on a à un moment donné la lucidité de se dire comment je peux questionner mon client sur ce sujet-là, motivé en particulier par la marque employeur au sens l'attractivité pour un candidat. Au fait, en termes de politique RSE, vous faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut raconter au candidat ? Et d'ailleurs, sur ce poste de directeur supply chain, vous avez intégré tout ce qui est green log. On parle de quoi ? Et on a eu l'occasion, c'est un cas réel que j'évoque, où le client nous a dit « Ah bah oui, c'est marrant qu'on en parle, parce qu'effectivement, on commence à réfléchir à des bateaux, etc. » Donc, ça, c'est des questions qu'on peut poser, quoi. Et après, qu'on va poser au candidat derrière. Ah, au fait, vous, votre sensibilité sur la question, c'est quoi ? Et on sait que si déjà on ouvre le dialogue, on a à peu près plus de chances de faire progresser le sujet que si on l'ouvre pas. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est une conviction qu'on essaye de porter. Il faut qu'on se discipline, on se challenge en interne. Au fait, pour cette mission, tu as fait quoi ? T'en as parlé, etc. Mais ça, c'est un levier concret. Voilà. De votre côté, Laurent Bizien, alors vous êtes sur une entreprise industrielle avec Martin Technologies, donc on pense assez vite finalement à tout ce que vous pouvez peut-être réaliser en termes d'économie, d'impact sur les matières premières, sur le sourcing, sur plein de choses. C'est d'abord par là que vous allez ? Alors, ce que j'ai découvert à la CEC, c'est qu'il y a plusieurs horizons de travail simultanés. C'est pas... on réduit les impacts sur ce qu'on fait déjà, on réfléchira après. Non, c'est vraiment comment on travaille sur 3 horizons en simultané. Donc le premier, c'est effectivement les produits qu'on fait aujourd'hui, les clients que l'on accompagne aujourd'hui, comment on va réduire progressivement leurs impacts par des procédés qui consomment moins d'eau, par le choix de matériaux recyclés qu'on va proposer de plus en plus à nos clients. Donc on est vraiment en recherche active de solutions. En ce moment, très concrètement, on est en train de trouver de l'aluminium recyclé. Nos déchets, on va être capable de les réinjecter dans une filière pour que ça redevienne un aluminium qu'on est capable de réutiliser. Donc, comment on travaille sur les historiques ? Parce qu'il faut qu'on accompagne nos clients aussi dans leur transition. Mais ça veut dire que vous, personnellement, il y a des produits que vous n'utiliserez plus là prochainement parce que vous êtes convaincu que ce n'est pas des produits d'avenir ? Clairement, oui, clairement. Il y a des matériaux qu'on refuse d'intégrer parce qu'on nous demande de rentrer tel ou tel matériau. On dit non, parce que son impact là aujourd'hui, on ne l'a pas, donc il est hors de question de le rentrer. Et sur ce que l'on a déjà, c'est comment on va progressivement les faire transitionner pour les remplacer, être capable de proposer des alternatives à nos clients.
à la fois sur les gammes de fabrication, sur les matériaux utilisés, sur le type d'encre que l'on va faire. Mais on a aussi pris conscience, et ça c'est un petit peu, pour l'instant c'est un peu difficile à vivre, on a pris conscience qu'on accompagne des clients qui clairement nous amènent dans le mur, qui sont sur des secteurs d'activité qui doivent très fortement réduire. Donc notre première pensée c'était de dire on arrête. On arrête de les livrer, de toute façon on ne veut pas contribuer à ce monde-là. Et c'est là où le parcours est très intéressant, c'est que on apprend progressivement que c'est pas si simple que ça, déjà. Alors déjà pour des raisons business, c'est que comment on va payer des salaires si on n'a plus de business. Mais c'est surtout que si on quitte ces secteurs-là, en fait, ces secteurs ne changent pas. Oui. Ils continuent business as usual. D'autres acteurs que nous vont prendre la place en faisant peut-être un peu moins attention. Et finalement, rien ne va changer, voire ce sera pire. Donc c'est comment ces secteurs-là, on va les accompagner dans la durée, tout comme Alexis l'exprimait, en les sensibilisant, en évoquant, en partageant pourquoi c'est important pour nous et en se disant peut-être qu'une graine va pousser un jour et qu'on aura embarqué ce client-là avec nous dans une transition. Et j'imagine que pour certains d'entre eux, dans 5 ou 10 ans, ils nous diront « mais on n'a plus besoin de vos produits ». Et c'est OK. On accepte ça. Nous, on le voit déjà. De toute façon, il faut que ces secteurs-là évoluent. Donc, il y a des produits sur lesquels on met une plaque métallique. Le produit sans la plaque métallique, il joue son rôle. Mais ça demande quand même d'être astucieux, Laurent, pour rester quand même viable économiquement. Vous le dites, l'idée c'est de voir l'entreprise qui a déjà 100 ans être toujours là dans 100 ans, quoi. Ah bien sûr. Il faut être frugal dans notre façon de diriger l'entreprise, il faut être capable de faire avec moins, il faut être capable d'être hyper créatif, astucieux. On est conscient que ça va nous ouvrir aussi des opportunités sur des secteurs qu'on ne touche pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas reconnu sur ces secteurs d'activité-là. Donc on a une grande foi dans l'avenir en se disant les opportunités vont se présenter, tout comme depuis 10 ans, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, on se dit on a quand même de la chance, je crois plus à ça. Donc ça va créer des opportunités avec des clients, peut-être des développements de produits qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc oui, il faut se poser en tout cas toutes ces questions-là, mais en assurant l'actuel, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer et de vivre. Alexis, vous le constatez aussi, se transformer, mais aussi en essayant d'apporter une valeur ajoutée, un élément différenciant qui va permettre aussi de rester compétitif sur le marché. Oui, alors dans nos métiers du conseil, déjà des consultants, il y en a 1000, vous en voyez beaucoup, n'est-ce pas ? Donc on fait à la fois tous la même chose et on fait tous les choses différemment parce qu'on fait déjà avec ce qu'on est nous. Alors je parle des cabinets qui nous ressemblent et je ne suis pas forcément dans la catégorie des cabinets qui ont un certain nombre de collaborateurs et qui sont à Paris et qui travaillent avec des groupes du CAC 40, donc il y a différentes réalités. Mais chez nous, effectivement, on fait avec ce en quoi on croit. Et de manière, je crois, la plus authentique possible. Et ça a de la valeur. Et ça sonne juste, en fait, pour les clients. Et ça a, on pourrait dire, une espèce de pouvoir d'attraction. C'est-à-dire qu'on a juste envie de bosser ensemble. Et donc, si on a envie de bosser ensemble, allons-y. Et après, à nous d'être de bons conseils. À nous d'être, ce qui est difficile dans nos métiers du conseil. Mais il faut qu'on soit de bons conseils dans la durée, qu'on se renouvelle, qu'on innove, qu'on soit capable aussi d'intégrer des problématiques nouvelles. Et la problématique, typiquement, sur ces sujets RSE au sens large, c'est une problématique d'actualité pour l'ensemble des dirigeants, pour l'ensemble des fonctions d'un comité de direction, pour l'ensemble des fonctions RH. Donc en soi, on a quand même de l'écoute, même si on doit nous-mêmes accompagner de manière modeste et délicate et indulgente les personnes qu'on a en face de nous. Mais je raconte une histoire qui est assez chouette où une belle ETI du Choletais nous avait sollicité pour nous entendre sur tout ce qui était formation management, qui est forcément une de nos expertises. Et puis en nous entendant nous raconter dans notre ADN, dans ce en quoi on croit, nous a dit mais en fait vous pourriez nous accompagner sur la RSE. Et donc, ils nous ont dit, en fait, voilà, on a une filiale, on aimerait que vous fassiez un séminaire de 2 jours avec le comité de direction sur la RSE. Et donc, j'ai embarqué un consultant RSE qui a une technicité RSE plus forte que la mienne. Et puis, on a vécu ça à 2. Et ensuite, on a engagé tous les 600 salariés en sensibilisant sur ces sujets. Et donc, ça a été des sessions d'1 heure de formation, de sensibilisation de l'ensemble des salariés. Et là, on va continuer. Il y a un programme d'ambassadeurs qui est en train de se construire et on avance ensemble. Et là, on a l'impression de faire bouger un peu les lignes ? Là, on a l'impression de faire bouger les lignes, encore une fois très modestement. Mais c'est vrai que quand je me retrouve dans cette situation où je me retrouve à vendre une prestation de RSE alors que mon métier, c'est d'abord du conseil sur les métiers humains, je suis ravi parce que ça sonne très juste pour moi, encore une fois.
ça me confirme un peu. Et puis ça dit quelque chose de notre singularité en termes de positionnement et de notre capacité à le faire, et pas tout seul, en coopération, ce qui est un élément important. Oui, puis ça vous a pas... à côté de ça, vous avez continué d'évoluer aussi sur les processus de recrutement, pour continuer d'être plus en phase aussi avec vos valeurs. Oui, et par exemple, en termes d'innovation, d'éléments très concrets qui ont fait un peu avancer ou fait évoluer nos actions, dans le cadre d'un processus de recrutement, on a intégré ce qu'on appelle une garantie candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans nos manières de faire une garantie pour le client, c'est-à-dire que si le candidat recruté ne passe pas la période d'essai, on recommence la mission gracieusement. Et ben on fait la même chose avec le candidat. C'est-à-dire que si le candidat ne passe pas la période d'essai, on va passer du temps avec lui pour l'aider à se repositionner professionnellement. Alors ça peut être 2 heures et c'est ce dont il a besoin, comme ça peut être un peu plus long parce qu'il a besoin de se remettre la tête à l'endroit, ça a été un peu challengeant, etc. Voilà. Ça, un exemple concret qui fait un peu évoluer notre modèle, qui est de fait une innovation qui n'existe pas sur le marché, et on l'a fait parce qu'on se dit que c'est bien. Voilà. Est-ce que ça a eu un impact sur votre économie, sur vos chiffres, finalement ce parcours CEC depuis 1 an ? Alors, il s'avère que notre trajectoire est bonne ces 2 dernières années, mais encore une fois, ce serait mentir de dire que c'est facile de corréler le tout. On est sur des métiers, sur des proportions. Je suis un cabinet, on est 5, on est un petit cabinet sur lequel il y a beaucoup de volatilité dans nos chiffres, donc ce serait sans doute trop facile de corréler ça directement, mais bon, je peux me dire que j'ai envie d'y croire. Oui. Chez Martin Technologies, il y a aussi cette dimension d'augmenter, j'allais dire, la capacité de l'entreprise à faire évoluer les autres, et notamment les partenaires, les concurrents. Oui, complètement. Oui. On est une petite entreprise, une centaine de personnes, donc à l'échelle industrielle, on est vraiment un des tout petits poussés. Par contre, ce que l'on vit depuis quelques années sur la dimension managériale, on a développé une offre d'immersion où des entreprises, des comités de direction viennent chez nous, échanger avec nos équipes, découvrir comment nous fonctionnons pour envisager, eux, de changer de trajectoire, de changer de façon de faire. Donc on compte s'appuyer sur cette expérience qu'on a développée au fil des ans pour aller aussi sur la dimension régénération, comment on s'ouvre à plus de sujets, comment on traite l'écologie du vivant humain, non humain. Donc c'est comment on peut avoir un maximum d'impact autour de nous sur des clients, des fournisseurs. On a embarqué un de nos fournisseurs qui a fait la CEC en même temps que nous. Donc, et ça part d'une discussion entre la dirigeante et moi où je lui dis, nous on part sur la CEC, je ne l'avais pas encore fait. Mais comme sur les valeurs on s'est retrouvés, c'est dit, ça me fait envie, j'y vais. Et donc elle a vécu le parcours exactement en même temps que nous. Donc on a pour moi une responsabilité, en tout cas d'en parler, de donner envie, et pas de faire de leçons de morale, c'est de donner envie, et puis après de laisser chacun faire son chemin. Alexis disait tout à l'heure, on est des petits acteurs, il peut y avoir une frustration aussi de se dire, ce que je fais, ça a un impact minime, mais est-ce que vous croyez peut-être à la logique territoriale aussi comme levier de transformation, le fait d'en parler autour de soi et de créer une émulation collective à l'échelle locale déjà, et puis pourquoi pas après à plus grande échelle. Pleinement, hein. De toute façon, dans la mise en œuvre de nos feuilles de route, le côté territorial est essentiel. Il faut qu'on arrête de trimballer de la matière première ou de trimballer des déchets qui sont utilisés par une entreprise ou par une autre. Donc de toute façon, la dimension territoriale était essentielle. Et comme Alexis l'a dit tout à l'heure, en plus, la dimension de coopération, de la même façon, est essentielle. On est face à des enjeux où tout seul, on ne va pas trouver de réponse, de toute façon. Donc il faut qu'on comprenne qu'on doit rentrer dans des logiques de coopération avec nos clients, de coopération avec nos fournisseurs, avec nos différentes parties prenantes, mais forcément aussi de coopération avec les acteurs qui font les mêmes métiers que nous, parce que sinon le métier lui-même ne va pas changer. Vous vous mettez à déjeuner avec des concurrents, il paraît, Alexis, maintenant. Non, c'est vrai que le métier du conseil sont par définition des métiers très concurrentiels, où on se regarde objectivement de travers, et notamment quand, encore une fois, on est petit sur un territoire qui a beaucoup de monde et qu'on a besoin de manger. Donc, c'est pas le réflexe naturel que de se dire « et si on faisait quelque chose ensemble ?» Et donc, de fait, moi, si j'ai pivoté quelque part à travers ce parcours à titre personnel, c'est sur cette dimension de la coopération, où je suis revenu beaucoup plus détendu, et où la question de l'écosystème
système de coopération s'oppose complètement. Je l'ai vécu, je vous l'ai dit, sur la RSE, mais je peux le vivre sur d'autres items très concrets en complément d'expertise, mais bien plus large que ça. Et donc, effectivement, j'ai la chance d'appartenir à un réseau, mais la question de comment développer cette coopération dans nos territoires, avec des gens de notre secteur d'activité, et puis pas que, ça a beaucoup de sens pour moi. Et je crois que c'est ce qu'on vit, réseau de franchise aidant, puisqu'on est ancré dans nos territoires économiques, mais c'est ce qu'on vit avec Laurent dans l'association des dirigeants responsables Anjou-Maine, c'est de la coopération. Mais qu'est-ce qui bloquait peut-être avant ? La peur sans dévoiler de secret industriel? Bien sûr, c'est d'abord ça, c'est de la peur, et puis c'est très concrètement, c'est de la concurrence, c'est-à-dire que le business qui vient pas chez moi, il va chez lui, s'il va chez lui, c'est lui qui a la relation, comment ça se passe, donc bien sûr, il faut dépasser ça, et puis aussi un autre élément sur la coopération, je crois qui est fondamental, c'est que la coopération, il n'y a rien de naturel, c'est-à-dire qu'il faut perdre du temps pour apprendre à coopérer et se phaser. Très souvent, vous entendrez des consultants dire oui, si on a une opportunité, on s'appelle et on fait quelque chose. Et il ne se passe en vrai jamais rien parce qu'on n'est jamais phasé. Donc, apprendre à créer les conditions de la coopération, je pense que Laurent l'a vécu en interne chez Martin dans toute la dynamique organisationnelle, mais c'est beaucoup de temps. Apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, apprendre à s'écouter, apprendre à trouver un mode opératoire commun. Et ça, il faut prendre ce temps-là. Et c'est un vrai effort, un vrai travail. Mais comme le dit Laurent, et je terminerai là-dessus, l'urgence de la situation et la complexité systémique de ces sujets-là nous met en limite cognitive qui fait que c'est clairement dans la coopération et dans le collectif qu'on arrivera à trouver des solutions ensemble, des réponses ensemble. Juste un dernier mot de conclusion, l'un et l'autre peut-être optimiste après tout ce que vous avez vécu durant ce parcours et au vu du contexte aussi qui est quand même pas très favorable aux sujets environnementaux depuis quelques temps, Laurent Bizien. Oui, optimiste toujours, énormément d'énergie, vraiment l'envie de pas changer de cap, quoi. Hein, voilà. Il faut transitionner, nos enfants et nos hypothétiques petits-enfants le méritent, donc voilà, on doit s'y mettre. Alexis ? Enthousiaste, inquiet en même temps, on regarde la situation très concrètement, mais il s'avère que c'est l'année le jubilé de l'espérance, donc c'est là où je mets aussi ma foi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission consacrée donc aux entreprises dites génératives, en lien avec le parcours proposé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Merci à vous deux d'y avoir participé. Laurent Bizien, directeur général chez Martin Technologies, leader français du marquage industriel implanté à Huillé-Lézigné. Alexis Voisard, dirigeant du cabinet de conseil en ressources humaines Perform à Angers. Ce Mageco est bien sûr à réécouter en podcast sur rcf.fr ou sur YouTube. Belle journée à tous et à la semaine prochaine.